monde et bienvenue dans cette première partie du coin lecture de novembre. Nous sommes en novembre, nous ne sommes pas du tout en novembre, nous sommes le 3 octobre en l'occurrence. Ce n'est pas un coin lecture spécial quoi que ce soit, c'est un coin lecture... J'ai mis du bleu parce que si tout va bien, normalement, vous avez pu voir les premiers épisodes du pire éditeur au monde. J'espère que ça vous plaît, j'espère que l'émission est sortie, sinon vous avez aucune idée de quoi je parle et vous voyez pas le rapport avec la couleur bleue. En tout cas, l'avenir nous le dira. J'ai changé un truc au niveau du son, donc le son peut vous sembler un peu différent. Si vous semble pire, ça va durer pendant les 4 épisodes de ce coin lecture de novembre. Mais si je vois qu'il y a un consensus sur le fait que le son était mieux avant, on reviendra à l'ancienne façon de prendre le son, qui normalement est moins bien, mais... votre confort avant tout, n'est-ce pas? Voilà, cela étant dit, alors j'ai pu lire que 8 livres ce mois-ci parce que j'ai pris une semaine pour tourner les pires éditeurs au monde. Et j'ai commencé le mois avec les Langoliers de Stephen King. Et c'est les mêmes. Hop là. Sois droit, si tu n'es pas droit, le monde n'a aucun sens. Stephen King, les Langoliers. Et les Langoliers arrivaient. Pour les paresseux, les incapables, exactement comme son père l'avait prédit. Pardon, couronne sur 20. À bord d'un vol vers Boston, 10 personnes se réveillent, seules dans l'avion. Le reste des passagers s'est volatilisé, se sont transformés en poulets. L'avion se tient sur un tarmac désert du Maine. Attentat, complot, faille temporelle, chacun a une théorie. Mais c'est sans doute Dina, une petite fille aveugle, qui en sait le plus long. Et c'est elle qui la première entendra ce bruit sourd qui se rapproche. Auteur de 50 best-sellers, Stephen King a son petit niveau en littérature d'horreur et en thriller. Alors, c'est un très bon Stephen King. Est-ce qu'on monte à très bon? J'ai envie d'aller à très bon. J'ai envie d'aller à très bon Stephen King. C'est pas un de ses plus connus, je pense. Tout ce que je savais, donc je vous l'ai dit, tout ce que je savais de ce... Je vous l'ai dit il y a 15 jours quand vous verrez cette vidéo, tout ce que je savais de ce roman, c'est ce que j'en ai vu dans le Nostalgia Critique qui parle de l'adaptation en téléfilm du roman. Je connaissais l'histoire, quoi, globalement. Mais même en connaissant l'histoire, tu peux te laisser porter. Je vais pas vous spoiler parce que je pense que c'est mieux de le découvrir. Très globalement, c'est une histoire très classique de des gens, quelque chose de surnaturel se passe, il faut qu'ils trouvent une explication. Ils trouvent une explication et il faut qu'ils la trouvent vite parce qu'une menace se rapproche. Ils trouvent l'explication et ils essayent de s'en sortir. Je ne vous dis pas s'ils s'en sortent ou non. Et évidemment, il y a la grosse menace et il y a des petites menaces qu'il faut essayer de régler en même temps. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans celui-là, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu une espèce de quintessence de Stephen King, c'est-à-dire on a tous les motifs de l'auteur, enfin tous les motifs que j'aime bien de l'auteur en tout cas. On a le gars qui est à moitié fou, on a le Maine évidemment, on a un enfant qui a des pouvoirs psychiques parce que pourquoi pas, on a un élément surnaturel, on a le fait que les personnages se trouvent changés à la fin, se trouvent évolués à la fin. Enfin voilà, on a énormément d'éléments comme ça qui reviennent très systématiquement dans l'écriture de Stephen King et on a son style quoi. On a son style qui est pas beau, mais qui est d'une efficacité d'ingénieur. Stephen King, sa grosse force, c'est d'être très clair et de te happer dans une histoire avec des phrases vraiment simples, avec un style très accessible. Il n'y a personne qui fait mieux que ça. Rien que pour la caractérisation des personnages, ils sont je crois une douzaine à ne pas disparaître dans ce fameux avion, et tu te perds pas parce que il les définit tous avec des anecdotes, tu vois, des petits trucs. Tu vas retenir des mots-clés, tu vas retenir des éléments clés et qui vont se connecter au reste de la caractérisation. Genre, t'as un personnage qui est chiant, et puis qui est chiant agressif, quoi. T'en as un autre qui le menace, et tu dis, ok, lui c'est le badass. Et le badass s'avère être un ancien des forces secrètes anglaises. Et tu vois, tu vas relier tout ça. Tu vas relier tous ces faits-là, et tu vas jamais être perdu au niveau des personnages. C'est une des forces de King, mais si tu commences à parler des forces de Stephen King, voilà. Alors, à un moment donné, le livre devient un petit peu mou. Globalement, c'est quand il y a un passage de calme. Donc tout le monde a disparu dans l'avion, et il commence à discuter de qu'est-ce qui leur arrive. Et là, il y a deux défauts pour moi. Il y a d'une part, on commence à se faire un peu chier. Et d'autre part, ils parviennent à comprendre les tenants et les aboutissants de leur situation. Et pour moi, ils le comprennent un petit peu vite et puis ils l'acceptent un petit peu vite. C'est un défaut que n'a pas l'Outsider, par exemple, de Stephen King. Ils vont rejeter le surnaturel jusqu'à ce que ce ne soit plus que la dernière explication possible. Là, bon... Tout le monde a disparu dans l'avion,
tu fais vite le tour des explications plausibles, c'est-à-dire peut-être ils se sont tous cachés dans les toilettes. Ils comprennent très vite ce qui leur arrive et ils sont ok avec ça. Je vais dire n'importe quoi. Ah, ils sont tous passés dans une dimension parallèle. Vite, essayons de rouvrir un portail. En quelques heures, ils parviennent à accepter cette situation et à se dire faut qu'on réagisse et on va réagir comme ça. Ça pose un peu problème. Maintenant, là où c'est efficace, c'est que du coup, le roman avance, quoi. T'as pas le temps de t'ennuyer avec eux, t'as pas le temps d'hésiter avec eux. Vous voulez qu'on aille là? Ok, on va là. Et comme je le dis, le temps qu'ils le percutent, c'est un peu chiant. Donc, qu'ils le percutent vite, c'est pas très réaliste, mais au moins on avance. On avance, on reste pas à s'emmerder. Il y a un personnage qui est vraiment très très cool, c'est le gars qui a des parents de merde. Bon, ça c'est un des tropes quoi, de l'écriture de Stephen King. Donc voilà, ce gars-là qui a des parents, qui a un père très dur et qui du coup est devenu complètement obsessionnel. Ce personnage-là, je le trouve vraiment, vraiment excellent. Il a un personnage à la Ratigan ou à la Gaston, c'est-à-dire il commence ridicule slash drôle, puis il finit terrifiant. Il finit par être une vraie menace. Et alors que la menace surnaturelle, si vous voulez, elle rôde et elle est beaucoup plus présente. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. La raison pour laquelle je lui ai mis une couronne sur 20, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir la quintessence de l'idée que je me fais de Stephen King. On retrouve toutes ces idées qu'il aime bien, on retrouve tous les marqueurs. Il y a un personnage alcoolique, enfin voilà, tu plonges dans un Stephen King, voilà, un Stephen King. Il porte la marque de ce qui fait que j'adore tous les Stephen King, et du coup ça fait pratiquement un hommage de Stephen King à lui-même. Et du coup moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais le mettre là. Ensuite j'ai lu Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, 4e de couverture. Non, avant toute chose, comment je vais appeler ça? Catch sur 20. Deux gens qui font du catch sur 20, catcheur sur 20. Vous allez comprendre. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. Elle est maligne cette 4e de couverture. J'ai adoré. J'ai adoré, j'avais peur de pas l'aimer parce que je connaissais la fin, enfin je connaissais l'identité du tueur si vous voulez. Du coup je m'étais dit, ça doit perdre beaucoup de son intérêt et de sa saveur quand tu connais le... Voilà. Sinon la fin de l'histoire, en tout cas la fin de l'enquête. Et pas du tout. Pas du tout, parce que quand tu connais le tueur, tu vois ce qu'Agatha Christie met en place. En fait, Agatha Christie, là où elle est très très bonne, c'est que ses romans sont des jeux. Elle joue avec toi, tu connais les règles dès le départ, et... elle te place les indices, elle te guide, c'est un jeu de piste. Et à la fin, elle finit toujours par t'avoir parce qu'à la fin, t'as pas vu les indices qu'elle t'avait mis parce que t'étais trop pris dans le ok, elle veut que je pense ça, mais en fait non, mais en fait oui. Et puis Hercule Poirot, il est rigolo. T'es pris dans les personnages, t'es pris dans l'ambiance et tu passes un petit peu à côté de l'enquête alors que c'est vraiment son gros talent, c'est que elle te donne une réponse qui est plausible, que tu aurais pu voir venir mais que tu n'as pas vu venir. Et je retrouve dans ce roman-là les qualités de Ils étaient 10, qui est toujours d'après moi le meilleur roman d'Agatha Christie que j'ai lu. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu 4 ou 5. Ils étaient 10 c'est toujours le meilleur, celui-ci est le deuxième meilleur. Il a la clarté, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de suspects et tu les identifies tous. Et pour ça, mais ça c'est un moyen très malin, c'est pendant l'interrogatoire, Hercule Poirot leur pose des questions, Hercule Poirot et les deux personnes qui l'accompagnent, j'ai oublié qui sont ces deux personnes. Il y a quelqu'un qui travaille pour le train et puis il y a un médecin, je crois, je sais plus exactement. Donc pendant qu'Hercule Poirot parle avec les suspects, quoi, les gens qui étaient dans le train et qui sont de fait suspects, la façon dont ils répondent aux questions, ça les caractérise. Et pendant qu'il y a la caractérisation qui est effective, l'enquête avance, c'est-à-dire qu'ils vont répondre des trucs, donc toi tu apprends à connaître les personnages, mais en même temps tu commences à relier les fils, et en même temps tu te dis, elle écrit ça parce qu'elle veut que je pense ça, et c'est extrêmement divertissant, quoi. Moi j'adore. Et même quand tu connais la solution, tu te dis, ah là, elle a mis une fausse piste, ah là 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 là, là c'est malin. C'est comme voir un tour de magie quand tu connais déjà, bah, c'est pour ça la métaphore du catch, j'allais dire, c'est comme voir un tour de magie, même si tu connais l'astuce, même si tu connais le truc, t'as toujours la dextérité du magicien, et t'as toujours le spectacle. Et le catch c'est un peu pareil, c'est-à-dire que même si c'est prédéterminé, même si tu sais que le vainqueur est écrit à l'avance, tu rentres dans le match, tu rentres dans l'histoire que raconte
les catcheurs une fois qu'ils sont sur le ring. Donc voilà, ce qui compte finalement, c'est pas la destination, c'est le trajet. Même si tu connais la destination, le trajet, et je veux dire, elle a réussi à me surprendre avec la fin, alors que je connaissais la fin, quoi. Évidemment, elle m'a pas surpris avec l'identité du tueur, mais elle m'a surpris avec... Là, j'ai peur de trop vous en dire. Non, je vais pas vous dire. Je vais vous dire que même en connaissant la fin m'a surprise. Voilà, je pense que c'est suffisant. Elle est absolument incroyable, Agatha Christie, pour ça. Une des grosses qualités qu'on retrouve de Ils étaient 10 dans ce roman-là, c'est que dans le Crime de l'Orient Express, c'est que Agatha Christie ne triche pas. C'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de nous noyer sous trop d'éléments. Elle va pas nous pondre un livre de 700 pages pour nous dire à la fin « Ah oui, vous avez oublié cet élément !» Elle te laisse rien oublier. Exactement comme un magicien. C'est-à-dire qu'elle va attirer ton attention sur plein de choses, et évidemment les mauvaises choses, mais il se passe pas, voilà, c'est pas un magicien qui va mettre des explosions partout, des contes, des étincelles, des cartes qui vont voler, des oiseaux qui vont s'envoler, des trucs, blablabla. Et au milieu, et tada, quelque chose est apparu, oui, là, c'est plus, tu connais l'emploi du temps, elle te fournit, t'as un plan du train au début, tu connais l'emploi du temps de tout le monde, tu sais quels indices ont été trouvés où, et le déroulé de l'enquête est très naturel, t'as aucun mal à imaginer Poirot, effectivement, trouver les indices, relier les indices, et aboutir à une explication. Excellent livre. Très bonne surprise, parce que je pensais vraiment que j'allais pas l'aimer, enfin je pensais vraiment que j'allais m'ennuyer un peu, j'allais le lire parce que j'aime beaucoup Agatha Christie, du coup je me dis bon, si t'aimes beaucoup Agatha Christie, lis Le Crime de l'Orient Express, c'est quand même un minimum. Très gros kiff. Ah, et l'adaptation de Kenneth Branagh est une insulte. Voilà. C'est la fin, déjà, de ce premier épisode du Coin Lecture de novembre, vous le voyez en novembre, pardon. Merci à tous de l'avoir regardé, on va se laisser... J'ai pas pensé aux questions. Ah là, j'ai pas pensé aux questions. On va se laisser avec la question dès que j'ai fini de trouver une question. On vient de me signaler à l'oreillette que non, il ne s'agit pas du mois de novembre, mais du mois d'octobre. Je confonds absolument tous les mois, c'est catastrophique. Donc j'ai dû improviser une question, je pense que celle-ci est pas mal. Étant donné que j'ai lu un livre qui est très Stephen King et un livre qui est très Agatha Christie, est-ce qu'il y a une œuvre dont vous vous dites... Ça, c'est la pure représentation de son créateur. Moi, j'en ai quelques-unes qui me viennent à l'esprit, mais je ne vais pas vous influencer. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou je vais pas dire un album, plutôt dire une chanson, je sais pas. Ah, peut-être plutôt un album. Voilà, dont vous vous dites, ça, c'est complètement lui ou elle ou eux à 100%. Parce qu'il, elle, il avec un S, on fait de mieux, mais ce qu'il ou elle, on fait de plus eux. Voilà. Là où il y a le plus d'identité. Les Langoliers n'est pas le meilleur Stephen King. J'ai lu plusieurs livres de Stephen King qui sont meilleurs. Shining est meilleur, Misery est meilleur. Mais là, il y a tout Stephen King, quoi, voilà. Donc voilà, dans cet esprit, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous semble représenter entièrement ou presque entièrement le créateur ou la créatrice de cette œuvre? Je vous laisse me donner des réponses dans les commentaires. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Et gardez-vous du mal, toujours. Gardez-vous-en. Si vous n'en gardez pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bonne fin de journée à tous et toutes, et à la prochaine, ciao.